présidence de la Commission électorale nationale indépendante, l'impasse. Maintenant, quelle alternative? Face à cette impasse, la question nous intéresse. Mais en introduction, nous allons bien sûr parler de cette démarche de Museveni qui veut bien demander que son armée intervienne en République démocratique du Congo dans la lutte contre les ADF. Est-il sincère dans sa démarche? C'est la première question à laquelle nous allons tenter de répondre autour de cette table. Alain Bolodjoa, nouvelle classe politique de l'opposition. Exact. Proche de Fayoulou, donc de la Mouka. Et puis Donald Kabasele, UDPS, Union Sacrée, Fumuto Tobasanga. Il est également Union Sacrée, mais d'abord troisième voie. Géniteur de la troisième voie, conseiller national, chef du parti de l'idéal patriote, le parti de la troisième voie et membre de l'Union Sacrée. Vous aviez un autre parti politique là qui s'appelait NC. Oui. Ben justement, c'est l'un des partis de notre regroupement, la troisième voie alliée. Alors vous en avez maintenant 2 ou 3? Ben, nous sommes 3 partis. D'accord. Mami Kankou du FCC, c'est donc elle qui devait être avec nous pour compléter ce plateau, mais elle a eu un empêchement de dernière minute, elle nous a fait savoir. On ouvre ce débat. D'abord, Museveni, est-ce qu'il est sincère dans sa démarche pour faire justement accepter par la RDC l'intervention de son armée dans la lutte contre les ADF? On commence avec Alain Bolodjoa, nouvelle classe politique de l'opposition. Bon, moi personnellement, je ne fais pas confiance aux gens qui ont pris des armes contre la République démocratique du Congo, qui ont eu à occasionner la mort de plus de 6 millions de nos concitoyens. Donc pour moi, je considère, jusqu'à preuve du contraire, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi comme des pays ennemis. Il revient à ces 3 pays de nous démontrer leur bonne foi, mais tant qu'il n'y a pas de justice, je continue à croire qu'ils sont contre la nation congolaise et donc je le considère comme ennemi. Mais ce qui est vrai, c'est que Museveni a constaté que le gouvernement congolais n'a pas la maîtrise de la situation au regard de tout ce qu'il y a eu comme incantation au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui a eu à nous dire qu'il y a des avancées. J'ai lu le tweet du docteur Mukwege qui dit qu'il n'y a pas d'évolution. Je suis souvent en contact avec les ONG DH au niveau de cette partie du Congo. Fort malheureusement, il y a eu beaucoup de tueries, quand même que le gouvernement a tendance à réduire le nombre. Mais ce que nous voyons dans la partie Est démontre à suffisance que ce gouvernement n'a pas la maîtrise de la situation. C'est sur base des informations en sa possession que M. Museveni a voulu aider, dans une certaine mesure, au regard de ses propos, M. Félix Tshisekedi pour, cette fois-là, arriver à maîtriser des gens qui sont entretenus par son pays et le Rwanda. Donc, moi, je demande, je conseillerais à M. Félix Tshisekedi. Il y a quand même l'apport de l'armée kenyane, il y a l'apport des forces spéciales de l'Africam, donc les Américains, et vous dites que Museveni serait donc le libérateur du peuple congolais de la partie orientale. Je ne pense pas. Parce que Museveni est en train d'entretenir des groupes armés, mais il a tendu la main à M. Félix Tshisekedi, qui est son partenaire. Vous le savez, ils sont déjà en projet de construction de routes, d'exploitation de nos ressources. Mais nous pensons que M. Félix Tshisekedi doit éviter de trop embrasser les ennemis de la République parce qu'il s'éloigne de plus en plus de la population. Mais ce qui est vrai, nous devons essayer de revoir nos stratégies, surtout sur le plan diplomatique, parce qu'à chaque fois, quand ces gens prennent la parole, ils veulent justement faire passer à l'opinion
que nous n'avons pas de bons dirigeants et nos dirigeants ne sont pas sincères et ça se démontre fort malheureusement. Et donc, il doit chercher à avoir de bons amis et non d'avoir des gens qui s'affichent plus comme des criminels. Fumutoto, le même questionnement, Museveni est-il sincère? Il sait que la RDC reçoit l'appui incontestable dans le cadre du partenariat stratégique privilégié RDC-États-Unis. Il sait aussi que l'armée kenyane, qui a une expertise avérée dans la lutte contre les terroristes, est aussi déjà dans la partie Est. Museveni s'active pour dire, bon, voilà, il est prêt à venir porter main forte dans la lutte contre les ADF. Est-il sincère? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord dire merci au chef de l'État pour l'impulsion de l'État de droit, parce que grâce à lui, M. Ngoïsenga, auditeur militaire de garnison du Sankuru à Lodja, s'est dépensé lui-même et a fini par mettre la main sur les 3 militaires déenfouis qui ont enlevé, tabassé copieusement la femme qui Mangiste est mariée à l'intérieur de la paroisse de Welenge. Nous sommes dans le secteur de Bakela, groupement de Dipinga, territoire de Lomela au Sankuru. Ils ont enlevé la femme d'autrui, 3 militaires, et l'ont prise comme leur femme tour à tour pendant 8 jours. Et l'ont jetée. Alors qu'il n'y avait aucune autre situation qu'une simple situation coutumière où l'administrateur Membe allait nommer un étranger chef coutumier de Dipinga et la population a refusé sans utiliser aucun moyen de violence contre les autorités. S'il vous plaît, termine là. Vous n'avez pas ça, c'est une seule version. On n'a pas de preuves de ce que vous dites. Ne nous amenez pas dans la digression. Non, il y a des autorités politico-administratives et militaires, même judiciaires, qui s'occupent des dossiers dans le coin. Mais je voulais seulement féliciter M. Ngoïsenga pour avoir fait le travail qu'on attendait. Est-ce qu'il y a un état de droit, un état de siège dans cette partie du pays? Il n'y a pas un état de siège. Et sur les 6 secteurs qui composent le territoire de Lomela, chez les Batetra, il n'y en a pas. Il n'y a pas de militaires. Chez les Bahamba, il n'y a pas de militaires. Chez les Bakoutia, il n'y a que chez les Bakela. Et au lieu de bien protéger la population, c'est des dérapages impossibles. Et donc, nous sommes fiers et nous en appelons à la conscience de tout le monde pour soutenir que les autres ne se servent pas de ces dossiers pour faire fuir encore. Et puis, on a aussi arrêté le chef de secteur complice de cette opération, M. Otangela. Alors, maintenant, nous revenons au sujet. Je pense qu'il n'y a pas question de dire Museveni est sincère ou pas. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et je pense que le président ougandais n'est pas imbécile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas ne pas reconnaître la dose diplomatique de Tshisekedi dans sa spécificité. Un pays... Vous dites que Museveni est sincère. Non, je dis ceci. Museveni doit changer parce qu'il y a un nouveau leadership qui le fait changer. C'est ce que je veux dire autrement. Ce n'est pas de lui-même qu'il veut changer. Quand vous voyez un président obtenir la confiance des Américains qui font intervenir les militaires dans l'opération au Congo, quand vous voyez un président obtenir l'adhésion des pays limitrophes pour nous aider à faire d'avoir la paix, Museveni n'est pas cette pierre-là qui ne va subir le changement qui est en train de souffler maintenant au Congo, d'une part. De l'autre part, Alain, il faut comprendre les relations internationales. Dans la conception des relations internationales, il y a des concepts. Il y a les concepts de la société internationale, où on dit que la diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Ça veut dire que les États ne sont ni amis, ni ennemis, mais ce sont les intérêts. Ça, c'est la conception idéaliste des relations internationales. Mais la conception utilitaire des relations internationales, c'est le concept de la communauté internationale. Et le concept de la communauté internationale est différent de la société internationale. Ça veut dire qu'en dehors du fait qu'il y a des intérêts divergents, il y a aussi des ennemis communs entre tous les pays de la sous-région, de la région et de la communauté mondiale. Par exemple, la COVID-19. C'est un ennemi commun. Même si entre États, vous avez des intérêts divergents, mais face à cet ennemi commun, vous allez faire quoi? Le terrorisme dans la sous-région, c'est un ennemi commun.
Et si on ne démontre pas des enquêtes que ces terroristes sont à l'est du pays, Museveni est dans l'obligation de soutenir la République démocratique du Congo, pas parce qu'il le veut, mais parce que l'ennemi est commun. Allez, de quoi vous parlez? Deuxième élément. Il faut savoir que dans le cadre de l'Union africaine, comme dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, les États de la sous-région ont des obligations réciproques pour qu'ensemble nous puissions trouver la paix. Maintenant, nous sommes obligés de vivre tout le temps avec les Rwandais, les Ougandais. Mais il nous manquait plutôt un leadership capable de les convertir en bien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, sous le leadership et chef de l'État, nous sommes en train de montrer qu'il y a lieu de faire la vérité de réconciliation. Ça veut dire reconnaître ce qui est mal passé, et les responsabilités les établir, les réparer et chercher des voies et moyens de vivre ensemble. Alors, je cite en disant que au niveau de mon parti, le parti de l'idéal patriote, nous pensons que le Congolais doit avoir trois consciences. La conscience nationale, la conscience régionale et la conscience universelle. Le Congolais est un citoyen du monde, le citoyen de l'Afrique et le citoyen du Congo. Donc on ne peut pas avoir la paix avec le Congo sans vouloir avoir la paix avec le pays limitrophe du Congo. Et le président Tshisekedi se distingue parce qu'il a déjà compris ça et il le fait de la manière la plus intelligente. Monsieur Kabasile et Donald, vous avez la même question avant qu'on aborde notre thématique principale. Museveni, alors que le Congo reçoit l'appui du Kenya, de la Tanzanie et des États-Unis sur le plan militaire, Museveni veut bien venir au Congo avec son armée pour traquer les ADF. Une démarche sincère de sa part. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une certaine agitation par rapport à ce contact direct Kinshasa-Pentagone? Merci, M. Fabien. Vous m'excuserez pour la voix. Je crois que je vais m'efforcer pour parler quand même. Bon, d'abord, il faut commencer par féliciter le président de la République. Pourquoi je dis qu'il faut féliciter le président? C'est parce que le président a pris la question de l'Est, il a porté cette question hors de nos frontières. Ça fait 20 ans qu'on tuait les gens à l'Est, avec 6 millions de morts, comme M. Bolodjo l'a dit. Mais c'est comme si nous étions les seuls à vivre nos morts. C'est comme si on n'avait pas la compassion du monde. C'est comme si on n'avait pas l'aide du monde. Et là, il fallait qu'un leadership diplomatique. Les ADF costaud viennent de l'Ouganda et l'Ouganda vient compatir au malheur causé par ses citoyens. C'est ainsi qu'on dit, les ADF combattent le gouvernement de leur pays. Ils viennent sur notre sol et comme prétexte, ils veulent attaquer le gouvernement. Mais là, c'est d'ailleurs une raison que ce gouvernement-là se lie avec le nôtre pour combattre ces ADF. Parce que c'est d'abord un danger pour leur propre pays. Et donc vous comprenez qu'il fallait quand même un coup de pouce, un bon coup diplomatique pour voir le monde entier s'impliquer dans la question du massacre de l'Est. Ce n'est pas, pas quand même la première fois l'armée rwandaise sous Joseph Kabila est entrée sur notre territoire avec l'autorisation pour traquer les groupes armés, comme les FDLR aussi. Ce n'est pas une première fois que cela se produit. Ici, le contexte il est différent. Si vous permettez que je puisse vraiment finaliser mes idées. Donc, au moins aujourd'hui, vous convenez avec nous que tous les États du monde, dans la majorité des cas, s'impliquent pour qu'il y ait la paix à l'Est. Il faut savoir que les crimes qui sont commis à l'Est, c'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre, c'est des crimes de génocide. Ces crimes intéressent le monde entier. Ces crimes-là sont érigés en infraction au niveau de la Cour pénale internationale. Donc ça doit intéresser tous les États. Ça doit intéresser les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, même si on sait qu'on a toute une histoire avec eux au vu de cette guerre. Mais au moins, le fait pour les États-Unis d'Amérique d'accepter que les marines américaines arrivent au Congo, aide le FARDC à finir cette guerre, c'est inédit. Une mission d'évaluation, il y en a qui sont rentrés selon les sources diplomatiques. C'est ce que je dis. Cette mission d'évaluation a plusieurs aspects.
je crois qu'on n'est pas en train de parler de tout ce qu'il doit faire, parce que sinon on aura toute une émission pour ça. Donc au moins, il y a eu des forces spéciales américaines qui sont arrivées pour qu'ensemble avec les FARDC, quelque chose soit fait dans le sens de ramener la paix à l'est du pays. Mais au même moment, qui arme les ADF? Les armes viennent d'où? Les questions... Nous avons deux voisins qui sont historiquement connus pour un passé que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais qui arme les ADF? La question a beaucoup de ramifications. Vous savez que dans cette histoire de la guerre de l'Est, au-delà des Congolais qui sont complices, au-delà de voisins complices, il y a aussi de multinationales qui sont complices. La question a plusieurs ramifications. Voilà pourquoi faire seulement la guerre était déjà un échec. Il fallait, au-delà de la guerre, qu'il y ait une politique diplomatique bien orientée pour essayer d'encadrer et étouffer cette situation. Mais qu'aujourd'hui, le Rwanda, parce que vous n'avez parlé que de Museveni, le Rwanda déclare que nous allons tout faire pour lutter avec la RDC, afin qu'on puisse endiguer ce qui se fait à l'Est, qu'aujourd'hui on voit les Kenya venir, qu'on voit les États-Unis venir, ben on ne peut pas dire que c'est parce que l'État congolais n'est pas capable de le faire. Mais c'est parce que l'État congolais a fait comprendre au monde que ce système, il est généralisant. Ce système, c'est ce qui se passe là-bas de l'autre côté au niveau de Daesh. Ce sont des crimes de guerre qui se commettent et qui ont besoin, ces crimes de guerre ont besoin effectivement qu'il y ait cette courtoisie ou cette communauté internationale qui s'unit surtout pour l'endiguer systématiquement. Merci, M. Kabasele. Parce que, Alain, dans votre camp, vous devez faire double, vous avez compris. Vous reprenez la parole avant qu'on passe à l'autre thématique pour réagir par rapport à ce que Mfumutoto a raconté. Et Donald Kabasele, apparemment, c'est comme si les voisins étaient devenus, avaient fait mea culpa, avaient le bon sens. Ils aimaient bien la stabilité du Congo pour que le Congo prenne le leadership sur le plan économique et sur le plan politique et émerge davantage dans la sous-région. Je crois que si nos amis sont sincères, ils doivent plutôt s'inspirer de votre question. Parce qu'elle apparaît claire, limpide. Vous avez retracé pratiquement, vous avez peint le tableau ou les réalités qui sont vécues sur le terrain. Nous avons en face d'une guerre dont le tireur des ficelles sont les partenaires à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que M. Félix Tshisekedi considère Kagame comme un frère. Et nous savons qu'il y a des coopérations, des accords de coopération qui ont été signés entre notre pays et tous ces pays. Effectivement, entre notre pays et tous ces pays. Nous savons que Museveni a déjà enclenché le projet, la mise en œuvre du projet de la construction de routes. Mais j'ai aimé quelque chose qu'a dit M. Mfumutoto. Il a justement dans les exigences ou les impératifs pour que nous arrivions à résoudre le problème avec nos voisins, il a parlé de la réparation. Si seulement M. Félix Tshisekedi que vous vantez ici était méthodique, on devait d'abord commencer par ça, parce que dans votre proposition, vous avez dit, avant d'arriver à développer toute autre initiative, il fallait qu'il y ait notamment la réparation. Et fort malheureusement, il n'y a pas eu réparation, et même la reconnaissance des faits. Personnellement, je sais que nous n'allons pas déplacer le Rwanda et l'Ouganda, mais nous ne sommes pas obligés d'être en odeur de sainteté avec ces pays. Voyez-vous, il y a 2 pays dans le monde qui sont voisins, mais qui ont des difficultés de vivre en harmonie. Parce que la finalité de toute action au niveau de l'État, il y a aussi la dignité. Comment allez-vous expliquer à toute cette population meurtrie par l'Ouganda que vous voulez aujourd'hui inviter l'armée ougandaise chez nous pour nous soutenir contre des gens qui nous ont tués et qui ont été entretenus pendant des années par le même pays? Il y a un monsieur qui a été devant le Conseil de sécurité. Il a démontré noir sur blanc l'implication militaire et économique de ces pays.
Il y a des entreprises qui sont en train de récupérer toutes les exploitations faites par le groupe armé et qui sont entretenues par le même pays. Les armes qui disposent viennent de ces pays-là. Arrêtons de dire à la face du monde que nous sommes des naïfs. Vous ne pouvez pas inviter nos ennemis pour combattre leurs propres produits. Ils sont là, effectivement. Museveni a émis le vœu dans une interview. C'est une demande indirecte, sûrement, ou peut-être qu'il a déjà fait. Mais nous n'en sommes qu'au niveau de l'Ouganda. La RDC n'a pas encore répondu ni donné l'aval. Non, mais c'est pas la RDC qui a invité. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit je m'acharne contre nos amis qui ont donné l'impression de trouver ça comme si c'était une bonne chose. Non. Essayons de nous organiser au niveau interne. Si on va faire appel à d'autres pays, oui, mais pas des pays qui sont directement impliqués par rapport à cette question, parce que vous semblez négliger une dimension importante dans la solution de la crise. C'est la population. La population n'acceptera pas de voir des pays agresseurs venir chercher à trouver des solutions. Est-ce que vous avez vu le comportement ou l'attitude de la population lorsque Kagame a foulé ses pieds à Goma? C'est-à-dire qu'il faut intégrer tous ces éléments-là. Ça a été à la base de la séparation de Vital Kamerhe de sa famille politique. À l'époque, vous vous souvenez, il est Effectivement. président de l'Assemblée nationale. Effectivement. Est-ce que nous avançons vers un schéma comme ça, par exemple? Non, mais ce qui est décevant, ce qui est malheureux, il y a des rapports qui ont démontré noir sur blanc qu'il y aurait des troupes rwandaises chez nous à une certaine époque, alors que M. Félix Tshisekedi était président. Il a nié, on lui a posé la question par le journaliste, il a semblé tâtonner, mais ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi peut lever ses options, mais il faut tenir compte de la dimension anthropologique. Ce que nous savons, c'est que si nous voulons réellement résoudre notre problème, nous devons d'abord identifier qui sont en face de nous. Au regard de tous les éléments que nous avons, nous savons que les Américains sont derrière la crise de la partie Est, vous les avez invités. Nous savons que le Rwanda est derrière, vous avez fait les yeux doux. Maintenant, là, l'Ouganda va venir, nous connaissons leurs implications, mais au finish, tout se résume en un seul point. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi veut se débarrasser des Chinois, il veut avoir l'accompagnement des Américains pour leur donner les actifs miniers que les Chinois possèdent aujourd'hui. Voilà pourquoi vous applaudissez la présence des Américains. Mais ces Américains-là sont venus pourquoi? Dites à la population. Elles sont-ils venus pour protéger les parcs et former les agents de l'État, ou ils sont là pour combattre contre nos ennemis? Il faut dire la vérité, parce que d'après ce que nous savons, ils sont venus pour soutenir l'armée par rapport à la gestion des informations et d'autre part pour sécuriser les parcs. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre situation? C'est par rapport à leurs intérêts qui sont là. Ils ne sont pas venus pour nous aider. Merci. Nous devons arriver à requinquer notre armée, à doter nos agents des équipements qu'il faut, à les motiver et à les déployer dans le respect des normes. Merci. Et comme ça, on aura les résultats. Merci Alain Bolodjoa. Nous passons à la seconde thématique. Mais vous êtes en train de sourire. Parce que c'est la sécurité de mon pays. Alors, vous placez un mot. Est-ce que ce qu'il dit ne tient pas la route quand même? Parmi les principes... Certains se posent même la question, les Américains sont-ils les militaires américains ou ces forces spéciales sont-elles venues en tourisme au parc, dans les parcs de la RDC? En quelques semaines, qu'est-ce qu'ils ont fait pour évaluer les capacités de l'armée pour faire face au terrorisme? Qu'est-ce qu'ils ont fait en faveur des gardiens des parcs? Finalement, l'Ouganda, après avoir reçu les réfugiés afghans, l'Ouganda se prononce et veut venir prêter main forte au FARDC. Est-ce que il n'y a pas quand même quelque chose de non dit dans cette démarche de l'Ouganda? Est-ce que ce n'est pas pour venir nous amener les terroristes sur les sols congolais?
Merci beaucoup. Je pense que l'un des principes de la troisième voie, nous disons que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Lorsque Alain dit qu'il faut que nous puissions requinquer notre armée, je ne vois pas en quoi il a mal dit, en quoi je dois le contredire. Mais seulement que la possibilité ou l'obligation de refonder, de perfectionner notre armée et celle de faire recours aux autres armées ne s'opposent pas, ne sont pas incompatibles. Mais Alain, la vie signifie des choses. La vie signifie l'intérêt de l'individu et l'intérêt du groupe. On ne peut pas interdire aux Américains, on ne peut pas refuser qu'ils viennent au Congo pour poursuivre leurs intérêts. Mais on ne peut pas oublier qu'en dehors de l'intérêt privé des Américains, il y a l'intérêt commun de toutes les nations du monde, parce qu'il y a des ennemis communs. Et c'est par là Alain, que j'ai dit qu'il y a une grande différence conceptuelle entre la société internationale et la communauté internationale. S'il vous plaît, cette question est très très importante. Mais Alain, on fait la paix avec qui? On ne fait pas la paix avec ses amis. On ne fait la paix qu'avec ses ennemis ou ses adversaires. Donc, Tshisekedi n'a pas tort de dire qu'il y a eu des problèmes, il faut des réparations, mais ce n'est pas le chef de l'État qui est le juge international pour faire payer au Rwanda, au Ouganda, les dettes. Il y a une mais justice ces deux pays sont cités comme étant eux-mêmes les problèmes et non la solution. Ces deux pays, mais j'arrive. L'instabilité du Congo-Kinshasa profite à l'Ouganda qui purifie l'or de la RDC qui passe par Entebbe. Ce n'est pas un problème. L'instabilité du Congo profite au Rwanda. Même le trait médiatique, le trait diplomate, comment on l'appelle encore, celui qui fuit chez nous ici, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, celui qui est souvent à New York qui fait des déclarations, qui avait annoncé que Tshisekedi et Kabila devaient se séparer. Herman Cohen. Herman Cohen. Il a dit 50% de la manne qui fait prospérer le Rwanda, ça vient du Congo, ça vient du Grand Kivu. Monsieur le journaliste, oui, voici ma petite réponse. Oui. Je donne un exemple. Vous soupçonnez quelqu'un avec votre femme et que vous avez des informations précises qu'Abi Makanaï. Si vous allez prendre ces messieurs pour dire ma femme est là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec elle? Est-ce que devant vous, il va faire quelque chose? Je crois que c'est la sagesse chef de l'État. Qui dérange l'Est? Vous avez vous-même dit, les Américains, les Ougandais, les Rwandais et consorts. Maintenant, Tshisekedi réussit à les amener pour trouver la solution. Mais il n'y a que la maladie qui produit la guérison. Il n'y a que le problème qui crée la réponse. Donc, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réponse. Moi, je crois, Alain, que c'est trop tôt de condamner les procédures politiques. Parce qu'il y a un principe, un adage qui dit « la fin justifie les moyens ». Même si vous allez dans le domaine médical, quand on commence à administrer un traitement sur un malade, parfois la maladie s'aggrave, mais la finalité c'est quoi? Comme les Congolais mouraient avec les guerres de l'Est, est-ce que Tshisekedi, en cherchant de faire la paix avec ceux qui tuaient les Congolais, n'a-t-il pas bien fait? Nous disons il a bien fait. Mais est-ce que nous devons dire que les Américains sont venus nous aider? Non, ils ne nous aident que parce qu'ils ont des intérêts dans ce qu'ils font, et nous ne les appelons que parce que nous avons des intérêts dans ce qu'ils vont faire chez nous. C'est ça. Donald Kabassé, les présidences de la CENI, l'impasse persiste ou demeure. Quelle alternative face à cette impasse? Bon, je commence d'abord par la question de l'Est, parce que vous savez, c'est une question qui caresse la mémoire de tout Congolais. Vous savez, M. Fabien, j'ai besoin de dire à M. Bolodjoa que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va dire qu'est-ce que les forces américaines viendront faire, ils vont entraîner qui, ils seront où ils feront quoi. Non, pas du tout. Mais vous pouvez être sûr qu'on n'envoie pas de militaires pour former des agents de l'État. On n'envoie pas de militaires pour signer de papiers. Quand on envoie de militaires, donc les militaires savent ce qu'ils font. Et ce sont des secrets d'État, ce sont des secrets de défense. Vous en savez quelque chose. On peut tout dire. Tout ce que vous dites, nous ne disons pas que vous avez tort. Par exemple, quand M. Fabien vous dites, Museveni a accepté le réfugié afghan et tout de suite il s'est dit disponible à venir sur le sol congolais. Nous disons à l'État d'être prudent et l'État sait qu'il doit être prudent. Nous disons à nos FRDC de faire leur travail correctement.
les services de sécurité de même. Nous ne pouvons pas aussi, aujourd'hui, penser que nous connaissons qui menace le Congo et le président de la République n'est pas au courant. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons toutes les informations sur des implications à l'Est et que c'est le chef de l'État qui n'a pas l'information. Voilà pourquoi il part toucher aux mauvaises personnes. Mais je vous ai dit que ce qui a été développé par le chef de l'État, c'est une diplomatie qui permet à ce que la paix revienne à l'Est. Vous parlez des États ennemis, oui, bien sûr. La France et l'Angleterre étaient ennemis. Ils se sont fait la guerre pendant 100 ans. Mais aujourd'hui, l'Angleterre et la France, ce sont des amis. Ce n'est toujours pas exclu de refaire la paix avec un ancien ennemi. Est-ce qu'il y a eu réparation ici? Il pose La un problème réparation. de réparation. La réparation, la RDC n'est pas un tribunal. La RDC n'est pas un tribunal, c'est tout ce que je peux dire à M. Bolodjoa. Et il doit comprendre que tout est processuel. Nous sommes dans la gestion de l'État. Ce ne sont pas des états d'âme, des émotions. Oui, les Congolais, quand ils verront Kagame, comment ils vont réagir? Les hommes d'État, ils sont au-delà de ça. Les hommes d'État, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour ramener la paix à l'Est. S'il fallait négocier avec le diable pour la paix à l'Est, on le fera certainement. Vous l'avez déjà fait. On le fera. Donc, tant que la paix dépendra. Laissez les négociations du diable avec une façon de parler. À Mobutu, lui, il en sait quelque chose. Voilà. On boucle pour cette première thématique, s'il vous plaît, parce que Alain Bolodjoa... la CENI, vous avez dit. Justement, mais Alain Bolodjoa est seul, vous comprenez. Il doit faire double parce que Mamie a eu un empêchement dernière minute. Quelle alternative face à l'impasse déjà créée? Les jours passent, la CENI, pas toujours ses animateurs. C'est toujours bon d'être en face de quelqu'un qui comprend ce qu'on pourrait appeler l'état de droit, surtout l'équité, contrairement à ce qu'on nous présente chaque jour. Vous savez, Monsieur Fumutoto, nous avons tous besoin de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes au niveau de la CENI déjà. Effectivement, c'est juste un rappel. Nous avons tous besoin de la paix, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'au-delà de la paix, il y a aussi un besoin de dignité. Voyez-vous, la France et l'Allemagne se sont battus. Ils ont signé un accord, le traité de Versailles. C'est justement pendant que l'Allemagne a reconnu son implication dans les tueries des Français. C'est comme ça que l'Allemagne est venue signer en position de faiblesse. Ne dites pas à nos enfants que nous sommes des lâches, où nous allons accepter d'embrasser Kagame Museveni, justement parce que nous n'avons pas un commandant en chef aguerri, capable de nous défendre et de sécuriser notre dignité. C'est quand même surprenant. Par rapport à la CENI, vous savez, nos amis, bon, je comprends Fumutoto, mais pour nos amis de l'UDPS, ce sont des copistes. Ils viennent là de nous livrer, de nous servir un plagiat, mal compris. Ils sont dans la même stratégie qu'avec Kabila. On vous met devant un impasse, devant un dilemme. Soit vous acceptez ces mauvais bureaux, ou soit vous acceptez le glissement. Ils sont dans cette stratégie-là. Et c'est quand même décevant. Parce que nous tous, nous savons que si on a institué les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir, c'était justement pour résoudre un grand problème, la crise des légitimités. Nous ne sommes même pas arrivés au niveau du choix de la personne qui va diriger notre pays. On a déjà une crise de légitimité. Un président de la CENI qui proviendra d'une équipe qui va participer aux élections, d'un challenger. Vous voulez imposer aux autres. On vous dit qu'il y a une question de corruption. Vous bouchez vos oreilles. Et maintenant, vous nous dites, non, voilà, si vous voulez résoudre le problème, eh bien, acceptez Denis Kadima ou vous allez occasionner le glissement. Ça, ce n'est pas correct. Et ce qui est aberrant, lorsque vous avez initié votre fameuse réforme, il fallait aussi anticiper sur ce qu'il y a. Comment peut-on expliquer? Vous qui êtes intellectuel, vous avez pris tout le temps de réfléchir sur la problématique de la désignation de membres de la CENI. Parce que ce n'est pas une nouvelle histoire que nous venons d'inventer. Nous avons vécu cette réalité-là en 2006, en 2011, en 2018.
comment dans votre réflexion, vous n'êtes pas arrivé à vous dire, s'il y a blocage au niveau de confessions religieuses, au lieu de ramener d'abord le dossier au niveau du Parlement, il fallait commencer d'abord à regrouper ou à rassembler tous les membres de la société civile impliqués. En ces moments-là, la société civile allait résoudre ses problèmes à son niveau. La proposition de loi Lutundula n'avait pas prévenu, n'avait pas regardé le blocage venir et n'a pas anticipé. Conséquence, non, mais ça n'a pas été résolu et l'impasse est là. Et pourtant, c'est la réforme dont on a parlé, réforme de la loi organique. Fumutoto, quelle est votre réaction? Il lui soulève là quand même un problème, un vrai problème. Non, un faux problème. D'abord, Alain commence par réaffirmer ou confirmer que le retard sur la mise en place des nouveaux animateurs de la CNI a des liens directs avec les glissements. C'est faux. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit tout ça, c'est pour préparer les glissements. C'est ce que vous venez de dire. Donc, vous ne savez pas connaître aussi. Vous rappelez ce que vous venez de dire? Non, je n'ai pas formulé de cette manière. Voilà pourquoi moi-même m'a compris. Bon. Qu'est-ce que vous avez dit sur les glissements? J'ai dit c'est votre stratégie. Vous voulez mettre les autres dans un dilemme. Ouais. Soit ils acceptent votre bureau ou soit ils acceptent le glissement. Mais justement, le deuxième soit c'est le glissement, non? Oh. C'est là que je vous contredis. Alors, vous voyez? Donc, je vous prie que prochainement, quand vous communiquez, que vous puissiez résoudre le problème de l'incompréhension dans votre propre chef de communication. Oh là là. Le glissement n'a aucun lien direct avec le retard sur la mise en place des animateurs de la CNI. Parce que, au nom du principe de la continuité de l'État et des services publics, si on n'aimait pas, on n'installe pas de nouveaux animateurs de la CNI, l'équipe qui est là organise des élections, s'il n'y a pas d'autre raison. Oh s'il vous plaît, oui, c'est ça le principe de continuité. Mais justement, la CNI, elle est là. Deuxième élément, quel est le vrai problème? C'est qu'il y a des dialogues exigés du côté du FCC et du côté de la MOUCA. Et qu'ils ont trouvé la question sur la mise en place des animateurs de la CNI comme le seul moyen pour mettre Tshisekedi devant un fait accompli, c'est-à-dire d'aller au dialogue. Et que c'est au cours de ce dialogue-là qu'on pourrait ensemble décider du glissement ou pas. Oh. Mais justement, Alain, vous ne suivez pas que la MOUCA dit quoi? Même une réunion de 8 jours. Et pour aller très loin, il projette même une marche. Est-ce qu'une marche peut supprimer une loi? Non. La loi ne peut être amendée, révisée que de la même procédure qu'elle a été adoptée, promulguée et publiée au journal officiel. Une marche ou négociation politique ne peut jamais retirer une loi. Maintenant, ils veulent marcher sur quoi? Sur la loi. On peut marcher sur une ordonnance comme acte administratif. On peut marcher sur une décision, un décret, mais on ne marche jamais sur ou contre une loi qui a été débattue au niveau du débat général au Parlement et donc aucun groupe politique n'est sorti lors de toutes les étapes de cette loi. Donc Tshisekedi n'a aucun intérêt de glisser parce que Tshisekedi a plutôt un intérêt d'organiser à temps les élections, gagner le deuxième mandat et réaliser sa vision. Mais l'intérêt de glisser vient du fait que le FCC ne gire que par le dialogue. La MOUCA ne jure que par le dialogue. Et si vous voyez très bien dans la communication du FCC de la MOUCA et de nous de l'Union sacrée, qui demande le dialogue? Alors que les institutions fonctionnent normalement. Alors je chute en disant que c'est l'Église catholique spécialement et protestante qui ont bloqué, croyant que ce blocage va avoir de l'incidence sur le processus électoral. Je dis non. Parce que la charte dit clairement, au cas où il n'y a pas consensus, on passe au vote. Pourquoi ont-elles eu peur du vote? Pourquoi les deux églises ont-elles violé savamment leur propre charte? C'est ça le problème. Pourquoi on a peur de dire que c'est eux qui avaient bloqué? Parce qu'ils avaient leurs clients en tête. Le président de la République n'a pas reçu les protestants et les catholiques pour évoquer le sujet sur la demande de deux confessions religieuses importantes. Je ne dis pas que les autres sont moins importantes. Alors, Donald Kabasele, nous sommes dans la logique du dialogue. C'est ça. Nous sommes dans la logique du dialogue pour les partages de postes au sein de la CENI. Et au gouvernement de l'Union nationale. S'il vous plaît. Et éventuellement, pour quelques morceaux de gâteau
au sein du gouvernement central, Voilà. remanié Voilà. avec les warriors numéro ça qui 1, bloque. C'est pas mais que les c'est- autres warriors partent en cédant les postes à certains qui vont se faire représenter en attendant de céder d'autres postes au niveau de la CENI. Nous sommes dans quelle logique? Non, d'abord, je dois préciser que nous sommes en politique. On peut dialoguer. Ce n'est pas exclu le dialogue. Mais ce n'est pas le temps de dialoguer. Ça, c'est très important de le dire. D'abord, on a évolué. Les amis de la Mouka ont évolué. Avant, le président ne voulait pas organiser des élections en 2023. Tshisekedi a l'intention de ne rien organiser. Mais maintenant, ce n'est plus que Tshisekedi n'a plus l'intention d'organiser. On le bloque pour qu'il n'organise pas les élections. Les amis ont peur. Et ils sont dans des démarches tout à fait confuses. Par exemple, M. Bolodjoa, avec son Martin Fayoulou, tout ce qu'ils savent faire, c'est se contredire. Tantôt, ils sont contre la loi électorale, telle qu'elle a été adoptée. Tantôt, ils boycottent la démarche. Tantôt, ils proposent des calendriers. Tantôt, ils disent, il faut que ça se passe telle date, telle date, telle date. Au moment où ils disent ça, ils n'ont pas de loi qu'ils veulent. Mais ils disent, ça doit se faire. C'est la même chose. Vous vous rappellerez à l'époque d'aller aux élections avec la machine à voter. Martin Fayoulou avait dit, moi je n'irai jamais à ces élections-là avec machine à voter. Aujourd'hui, il se réclame vainqueur des élections qui ont été organisées avec la machine à voter. Quelle de contradiction. C'est la peur, M. Fabien. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est la peur. La peur de chouer aux élections de 2023, la peur de ne pas avoir 5 députés, la peur de ne pas se voir être élu. Aujourd'hui, imaginons que la difficulté soit au niveau de la présidence de la CENI. Mais est-ce que vous pouvez demander à M. Fayoulou pourquoi il refuse d'envoyer les délégués de son propre quota à lui? Pourquoi il refuse? Pourquoi Moïse Katumbi refuse d'envoyer son quota à lui? Pourquoi le FCC refuse d'envoyer son quota à lui? Là, on vous brandit la présidence de la CENI. Et si aujourd'hui, admettons, que la question est réglée à ce niveau-là, ils diront quoi? Maintenant, on amène nos candidats. Est-ce que leurs candidats dépendent de celui du président? Pas du tout. Donc, vous voyez que cette démarche, elle est d'abord suicidaire pour l'opposition. J'ai besoin de le dire sur un plateau de télévision. Vous savez, toutes les situations que l'opposition crée ne peuvent que profiter au président de la République. Dans tous les cas. Aujourd'hui, ils bloquent la machine. Ils ne veulent pas qu'il y ait la mise en place d'un bureau. Ben, le bureau ne sera pas mis en place. Avec tout ce qu'ils font, ils refusent la commission paritaire. Toute démarche, ils refusent. Leur besoin, c'est quoi? C'est d'arriver en 2023 et de demander à Tshisekedi pourquoi tu n'as pas organisé des élections. Tels des enfants, tels des gens qui, je ne sais pas les qualifier autrement. Et donc, vous voyez que le cap, il est fixé sur les élections en 2023. Tout ce que nous pouvons demander aux amis, c'est de dire aussi à notre population qu'elle est témoin de ce qui se passe. Est-ce que Elle est témoin du fait il n'y a pas que... moyen de convaincre les 6 confessions religieuses pour qu'elles changent quand même d'avis Vous et savez- à la place de Kadima, qu'il y ait une autre personne, par exemple, encore plus consensuelle? Donc, ça me fait rire parce que là, on commence à ne pas parler du président de la CENI, on commence à parler du président de l'RSC qui doit être changé pour qu'il y ait quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Monsieur Fabien, moi je pense, comme nous l'avons toujours dit, nous l'UDPS, avec ou sans Kadima à la tête de la CENI, même avec Joseph Kabila ou Martin Fayoulou comme président de la CENI, nous sommes sûrs de gagner les élections en 2023. Et nous tenons qu'il y ait élection en 2023. Et pourquoi, Tout ce que nous pouvons conseiller... pourquoi la carte Kadima semble être Non. incontournable? Non, elle n'est pas incontournable. D'ailleurs, j'informe que le président Mbosso a mis en place un comité de sages qui fait les bons offices, qui a vu la SENCO, qui est en train de voir les CC. Et ça, c'est extraordinaire.
À l'époque de Joseph Kabila, vous avez vu avec la question Malonda, il n'y avait pas de conciliabule. Pourquoi? Tout de suite, le dossier avait été Pourquoi le transféré au rapporteur président. n'informe pas Non, l'opinion c'est pour dire que, nationale c'est pour dire que de cette volonté, le justement. président de la CENI est déterminé, et plutôt de l'Assemblée nationale, est déterminé à ce qu'il y ait un consensus qui se dégage. Alain Bolodjoa. Mais malgré le fait qu'on veuille le consensus, on ne doit pas ignorer qu'il y a la loi, la charte des confessions religieuses, qui veut que quand il n'y a pas consensus, eh bien on passe au vote. Alain Bolodjoa, on apprend que, au-delà de ce qui se dit autour de l'animateur principal de la CENI, les autres postes, eux au niveau du bureau et au niveau de la plénière de la CENI, ont déjà leurs candidats. On apprend. Ils ont déjà leurs candidats venant de toutes les forces politiques. Est-ce que vous avez eu vent de cette info? Je le dis avec beaucoup de réserves. Je n'ai aucune information précise. Je crois que vous ne serez pas surpris. Nous, à notre niveau, nous ne sommes pas dans leur logique. Ni dans la logique de Martin Fayulu, ni dans la logique de M. Kabila, encore moins de M. Félix Tshisekedi. Nous avons notre approche. Laquelle? Non, mais l'article 64. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accédé au pouvoir par devoir saine ne peuvent pas organiser des élections. Nous sommes dans cette logique-là. Les débats que nous lançons, c'est justement... Conséquence? Non, mais conséquence, l'État va continuer. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on va convoquer le congrès fondateur, on aura une nouvelle constitution où on aura des élections potables, pas des élections faites justement pour permettre à M. Félix Tshisekedi de se donner de l'épaisseur. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, Tshisekedi de centré, on veut tout faire pour plaire à M. Félix Tshisekedi. Tenez, M. Martin Fayulu, déjà au mois de mars 2019, si je ne m'abuse pas, il a eu à faire une proposition, la proposition de sortie des crises. Vous le savez, il a eu à faire une proposition. Et dans cette proposition, il voulait à tout prix qu'il y ait des réformes. Vous avez rejeté sa proposition. Mais il s'est quand même permis de vous amener d'autres propositions que vous avez rejetées. Lutundula a amené aussi une proposition que vous n'avez même pas considérée. Vous donnez l'impression comme si la réforme a été faite sur base de la loi Lutundula, alors qu'en réalité, en substance, vous n'avez rien récupéré dans cette loi-là. Tout est parti de votre mauvaise foi. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des conséquences. Et moi, je comprends. Je comprends que vous êtes dans la philosophie kabiliste. Vous voulez tout simplement pousser les autres à ne pas comprendre, à ne pas atteindre leurs objectifs, ou sinon à ne pas apporter un plus dans le processus de réforme, justement parce que vous voulez le mettre devant un guet-apens. Et ils sont tombés dans votre piège. Mais c'est quand même décevant. Parce que vous, en tant que parti politique, vous, en tant que regroupement politique, si seulement vous vous contentez de faire respecter la loi, on allait avancer. Vous allez avancer. Comment peut-on expliquer? Vous envoyez des gens pour aller se choisir le président de la CENI. Vous connaissez l'importance de la CENI. On vous parle de la corruption et vous bouchez vos oreilles. Trouvez-vous normal que l'on parle de la corruption? Vous ne voulez même pas qu'on en parle. Mais ce Denis Kadima a été candidat en 2020. Candidat? En 2020. À quelle élection? Non, élection du président de la CENI. Ah, ouais. Il était candidat avec Malonda. Sa candidature a été écartée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens du pouvoir qui ont battu campagne pour lui. De la même manière que les autres ont rejeté la candidature de Malonda. Et aujourd'hui, vous ramenez la même personne en habillant ça avec d'autres débats. Et c'est cette personne-là qui a été portée par l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui, vous voulez dire aux autres, non, voilà, même s'il y a corruption, nous nous en tenons à ce que nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait Malonda. Mais la question que vous n'arrivez pas à vous poser, lorsque la première réunion a été avortée, est-ce qu'il y a eu un procès verbal de carence? Comment la personne qui n'avait pas qualité pouvait se permettre d'amener le procès verbal jusqu'au niveau du bureau? Mais comment il s'appelle, le pasteur Sonny Kafuta a tenté de faire la même chose, mais tout le monde a décrié.
Et pourquoi exceptionnellement cette fois-ci? Parce que c'est le candidat de M. Félix Tshisekedi, vous voulez que les autres vous acceptent. Ce qui veut dire, je profite de l'occasion pour dire à nos amis de la Mouka, M. Félix Tshisekedi ne sera jamais de bonne foi. Il ne peut pas vous organiser des élections démocratiques. Il ne peut pas accepter le consensus par rapport au processus électoral. Parce que son existence dépend de la violation de la Constitution. Il ne fera rien. Il va s'imposer justement parce qu'il sait qu'il a été kabylokratiquement élu et ils ne pourront pas survivre sans la violation de la Constitution. Il s'organise pour non seulement qu'il soit élu, qu'il soit proclamé élu, mais aussi qu'il se donne une majorité parlementaire. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans la logique de la Constitution. Donc, ce que nous devons faire... S'il y a dialogue aujourd'hui... Non, le dialogue n'a pas sa raison d'être. Mais le dialogue n'a pas sa raison d'être. Mais vos partenaires de la Mouka réclament justement malheureusement le dialogue. Non, ils n'ont pas parlé en termes de dialogue. C'était dans le cadre des réformes institutionnelles. Ce n'était pas le dialogue comme on semble nous le dire. Mais ce Martin Fayulu n'est pas immoral comme les gens du FCC d'hier. M. Fayulu n'a pas besoin d'avoir un poste ministériel. M. Fayulu représente justement l'aspiration de tout un peuple. Il n'a pas besoin. Vous savez, quand M. Kabila a distribué le poste de président de la République, M. Fayulu a refusé. Ne comparez pas M. Fayulu avec votre leader. M. Fayulu, c'est un homme de valeur, quelqu'un qui se bat pour la cause. C'est vrai qu'il a fait confiance à l'Église catholique en acceptant d'aller aux élections avec la machine à voter. Mais il savait aussi que dans la décision qui a été prise à l'époque, la décision était telle que on ne pouvait pas considérer les informations dans le flash disque. Fort malheureusement, il a été dupé. Et aujourd'hui, je me rends compte que M. Félix Tshisekedi veut nous amener dans ces débats-là. Mais la question que nous devons tous nous poser... Est-ce que vous avez suivi? On dit qu'il a peur des élections. On dit aussi qu'il a peur et de la présidentielle parce qu'il n'aura pas la chance d'être élu, encore moins d'avoir même 5 députés. Est-ce que... Non, mais ça, ce sont des fantasmes. Je vous dis, même si on présentait aujourd'hui un cadavre contre M. Félix Tshisekedi, ce cadavre va gagner aux élections. Vous devez vous le dire, parce que M. Félix Tshisekedi n'a aucune offre politique aujourd'hui. Merci. Alain vient de clôturer. Justement, il vient de clôturer son intervention. Il dit que même si on présentait un cadavre, il va gagner sur Tshisekedi. Alors qu'un cadavre, on ne le présentera jamais. Donc, justement, c'est qu'il a mal raisonné. Vous dites que vous allez appliquer, s'il vous plaît, l'article 64. Vous avez changé, l'union sacrée vous a changé. S'il vous plaît. Allez. Vous comprenez même les métaphores. Je n'aime pas ça. Si on met un cadavre, on ne met jamais un cadavre. Les métaphores parlent des choses qui existent et on traduit les idées. Quand Jésus parlait au figuier, le figuier produit quand même. Oui, justement, c'était les métaphores de ce qui s'est fait. S'il vous plaît, je suis dans ma parole. Métaphore signifie ce qui s'est fait pour parler de l'autre réalité. Mais lorsque vous prenez la métaphore de ce qui ne se fait jamais, ce n'est pas la métaphore. Donc c'est un mauvais raisonnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites que vous êtes dans la logique de l'article 64. Voici ce que l'article 64 dispose. Tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou couple d'individus qui prend le pouvoir par la force. Première section. Tshisekedi a été élu démocratiquement, proclamé légalement par les institutions attitrées. Cette section ne les concerne pas. Maintenant, deuxième section, ou contre tout citoyen ou groupe d'individus qui veulent renverser l'ordre institutionnellement établi. C'est ça l'article 64. Je ne sais pas si vous savez. Il est dans la logique de Kabasouba. Vous êtes opposé à cet article. Cet article est contraire à ce que vous présentez. Donc cherchez un autre article, pas l'article 64, parce que ni dans l'un, ni dans l'autre cas. Parce que même s'il y a violation de la Constitution, mais ce n'est pas sur le processus de la désignation des membres de la CENI, notamment. Mais oui, qui a violé la loi sur la question qui bloque dans le processus. Il n'a même pas compris. Est-ce que vous ne pouvez pas le laisser parler, s'il vous plaît? Même s'il ne comprend pas, vous comprenez beaucoup, mais laissez-moi parler, c'est la tolérance. La question, c'est sur l'impasse, sur l'impossibilité d'avoir aussitôt le président de la CENI, de la sous-composante confession religieuse. C'est ça la question. D'où vient la question de la violation de la Constitution? Et où est-ce que Tshisekedi ou l'Union sacrée a violé la Constitution sur la question? C'est plutôt les deux confessions religieuses qui n'ont pas respecté la charte qui dispose qu'en cas où il n'y a pas consensus, qu'on active le vote. S'il y a violation ici, il y a violation de la charte
Même pas de la loi électorale, c'est de la loi sur la CENI. Alors, il ne faut pas venir avec les arriérés des débats. Donc, on vous pose une question, si vous digressez, vous allez ailleurs. Évidemment que Flavia, il est un bon journaliste, il vous laisse parler, sinon il devait vous ravir la parole parce que vous n'avez plus rien à dire. Maintenant, s'il vous plaît, quelle est la question, Alain? Je crois que Donald vous a dit ici, dans tous les cas, c'est Tshisekedi qui gagne. Si vous faites pourrir la situation jusqu'à 2023 et qu'il n'y a pas élection, qui est président? Il est toujours président. Oui. Parce que comment le président de la République ne quitte le pouvoir qu'avec l'article 70 alinéa 3. Le scrutin est convoqué et après remise et reprise, il part. Maintenant, si vous bloquez, faites pour la situation. Vous dites que la Mouka ne demande pas le dialogue. Mais je comprends que vous venez de quitter la Mouka. La Mouka dit ceci, des échanges. Mais nous n'avons jamais appelé le dialogue directement dialogue. Ici, avec nous, on appelait quoi? Débat national. Mais il y a eu dialogue. Avec Kabila, on appelait ça concertation. Il y a eu dialogue. Avec la SECO, on appelait quoi? Un autre mot. Il y a eu dialogue. Mais nous sommes des sociologues de notre histoire politique. Quand les Congolais disent « Ata des jours solo là », c'est fini par Kokabola. Alors vous voulez dire, mais justement, vous voulez dire aux Congolais qui nous suivent que la Mouka ne demande pas le dialogue. Mais les échanges même de 8 jours, c'est quoi? C'est pas un dialogue. Vous allez dire échanger, c'est pas dialoguer. Quand ils vont dialoguer avec un président non élu. Est-ce qu'un résistant peut dialoguer avec un occupant? Si Tshisekedi n'est pas chef de l'État, il est occupant, c'est-à-dire un étranger qui est aux affaires. Maintenant, est-ce que les résistants négocient pour partager ou entrer ensemble à la CENI avec... Non, nous n'avons pas parlé de la personnalité sainte de Martin Fayulu ici. Nous sommes en train de montrer les manques de procédures, les difficultés, le manque de positionnement politique de Martin Fayulu et les autres. Maintenant, quand vous vous appelez, vous dites une personne sérieuse, mais ça vient faire quoi ici? Non, si vous voulez chanter quelqu'un, il faut rester dans le débat. Nous disons ceci, que Tshisekedi n'a aucun intérêt de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection en 2023. Parce que nous voulons à tout prix qu'il les gagne. Et qu'avec sa propre majorité, nous puissions montrer de quoi nous sommes incapables. Mais vous nous condamnez, vous dites au monde entier qu'on peut être au pouvoir et ne pas vouloir faire un deuxième mandat. C'est faux. Nous allons faire le deuxième mandat, pas de moyens légaux et non les moyens contraires à la loi. Les catholiques et les protestants ont demandé au chef de l'État d'arbitrer en tant que, oui, garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, jusque-là, il n'y a même pas une suite. Je ne sais pas si elle a été donnée par voie de correspondance que moi entre les institutions. Mais nous allons vers quel schéma? C'est ça la conclusion. Quelle alternative? Ce que j'aime dans la méthode, c'est que soit il ne répond pas, soit il vient répondre avec trop de diplomatie. On ne peut pas réduire un chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions conformément à l'article 69. Et les institutions majeures, c'est l'institution président, l'institution parlement, gouvernement, cours et tribunaux. Et demander au chef de l'État de trouver une solution à un problème qui se pose dans la sous-composante de quelque chose qu'on appelle confession religieuse, qui n'est même pas une institution de la République. Ce n'est pas à ce niveau-là que le président peut arbitrer. L'arbitrage, c'est entre institutions. Quelle alternative? Quelle alternative? S'il vous plaît, la CENI est à l'émanation de l'Assemblée nationale. C'est d'abord au niveau de la sous-composante qu'on devait trouver la solution. S'il n'y a pas de solution, deuxième étape, c'est au niveau de la commission composante société civile. S'il n'y a pas de solution, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est lorsque l'Assemblée nationale, en tant qu'institution de la République, n'est pas en mesure de trouver des solutions que le chef de l'État va certainement intervenir. Mais est-ce que... Mais les réduire jusqu'à devenir 9e pasteur? L'Assemblée nationale, il y a déjà une démarche donc à travers une pétition pour faire tomber Mbosso Nkodiapwanga et il semble que c'est déjà presque 100 signatures récoltées. Alors, si Mbosso est sous le coup d'une motion et de l'autre côté, il y a la démarche présidence de la CENI, est-ce qu'on ne risque pas de remettre le compteur à zéro, renvoyer les confessions religieuses à la table des négociations? Mais j'ai dit ça, que la solution, c'est à 3 niveaux. Au niveau des confessions religieuses, au niveau de l'Assemblée nationale, et le chef de l'État va intervenir qu'à son niveau. On ne peut pas réduire jusqu'à la sous-composante société civile. Ça, c'est grave. Mais s'il y a motion et que le président Mbosso tombe, ce sera la motion de l'Union sacrée qui fait tomber le président de l'Assemblée nationale. C'est politique, mais nous ne pensons pas. Alors, si ensemble, comme elle est restée en position que vous connaissez, en attendant peut-être la proposition de loi Tchani, si l'option est activée, vous allez perdre ensemble
avec ses incendies. Je soutiens le point de vue du président Moïse, mais je ne soutiens pas les intimidations sur le peuple congolais. Kabasele. Merci, M. Fabien. J'ai écouté l'histoire de la moralité qui fait surface ici. Quand M. Bolodjoa vous dit Martin Fayoulou a une moralité qui n'est pas semblable à celle de votre leader. Et là, il voulait citer le président de la République. J'ai besoin de dire à M. Bolodjoa ceci, que Tshisekedi a une éducation politique que ni toi, ni M. Fayoulou ne pouvaient jamais avoir. Ah bon? En termes de moralité, M. Fayoulou, vous allez vous rappeler, il a fait élire un gouverneur qui n'était pas de son parti politique. Contre des billets de banque. Et c'est connu de tous les Congolais. Sois calme, sois calme. Il était membre de quel parti? Vous allez réagir, vous allez réagir. Non, mais il ment. Pourquoi tu Il faut t'embrouilles? y aller rapidement. À cette époque-là, tu n'étais même pas président. Monsieur Bolodjoa, est-ce que tu pouvez attendre? S'il y a possibilité vous allez de poser réagir. la question, il était membre de Vous quel allez parti? réagir. Vous allez Vous ne réagir. connaissez même pas son parti. Oui, Kabasele. Donc la corruption, c'est son cheval de bataille. C'est connu. Et ici, Tshisekedi, il y a 4 ans, tu ne pouvais pas suivre Fayoulou. Il y a 4 ans dans ce pays, tu ne pouvais pas suivre Fayoulou. Oui, mais après la fabrication de Genève, M. Bolodjoa est apparu pour suivre Fayoulou. Donc rassurez-vous que de tout le temps, Tshisekedi a été leader, il le demeure, il est président de la République. Merci beaucoup. Ça peut se passer dans vos têtes. Quelle alternative? Dans vos histoires, vous avez réagi. Où vous vous appelez des présidents élus, vous ne faites rien pour votre peuple, mais vous demandez à celui que vous dites qu'il n'est pas président de faire avec vous ce que vous voulez. C'est que de contradictions. Quelle alternative? Quelle alternative? Oui. Tout ce que nous proposons, c'est de considérer que le peuple congolais attend des élections et que le président de la République est déterminé à aller aux élections et que la machine CENI doit se mettre en place. Si elle ne se met pas en place, nous prenons notre peuple comme témoin. Elle observe ce que vous faites. Tu dis, il parle de l'article 64. Monsieur Bolodjoa, tu n'es que seul dans ton parti politique. Tu vas mobiliser le peuple congolais pour renverser le président de la République, c'est ce que tu penses? Donc tu es là sur un plateau de télévision en train d'inciter à la violence? Non, ce temps il est révolu. Merci. Ce temps il est révolu. Merci, le président est en fonction. Le peuple, okay? Il est légitimement élu. En quoi il est légitime? Tu as dansé quand il était élu. L'alternative selon vous, tu as dansé. Moi. L'alternative selon vous, danser. il faut prendre le peuple à témoin. Et monsieur Bolodjoa, vous allez reprendre la parole. L'alternative, prendre le peuple à témoin. Non, l'alternative, c'est ce qui est en train de se faire. Rassurez-vous, monsieur Fabien, il y a une loi, une charte dans les confessions religieuses. Cette charte a déjà tranché. Tout ce que nous pouvons demander... Donc c'est Kadima Wouri. Non, moi je vous ai dit, avec ou sans Kadima, je vous ai dit, même si on prenait Martin Fayoulou, son leader, on le mettait à la tête de la CENI, nous allons battre. Alain, et puis pour finir... L'alternative. Bon, je crois que notre ami a tenté... L'alternative, pas pour attaquer encore. Il a réagi à ce que vous avez déclaré. Je dois réagir. Vous avez comparé, s'il vous effectivement. plaît, vous avez comparé Martin Fayoulou à son leader, Tshisekedi. Oui. Il a réagi. Oui. Maintenant, quelle alternative concluer au lieu d'aller dans les jeux de ping-pong? Je vais faire l'économie de mon temps. Non. Je dois faire l'économie de mon temps. L'alternative, c'est pour conclure. Non, mais effectivement, je vais conclure dans ce sens-là. C'est vous qui avez provoqué le problème. Je vais conclure. Ah, c'est tout de même surprenant. Vous qui venez de la société civile, vous sautez tout un chapitre. En 2006, en 2007, André Kimbuta a été élu avec 26 voix sur 48. Voyez-vous? Ça, c'est une information qui vous échappe. Et deuxièmement, Fayoulou n'était pas membre d'un parti politique. C'était un candidat indépendant, cher monsieur. Apprenez à dire la vérité. S'il vous plaît. Mais tu sais qu'il y a eu la corruption. Tu connais la corruption qu'il y a eu. Monsieur Kabasele. La corruption, tu connais. La corruption, tu connais. La corruption qui a été dans cette élection, vous le savez. Monsieur Qui était à la base. Qui était à la manœuvre. Mais c'est ton leader. était partenaire avec Tshisekedi, pas son fils. Mais comment il avait voté? Comment il avait voté? Vous n'avez même pas l'histoire. Comment il avait voté? Vous ne pouvez pas comparer Martin Fayoulou avec votre leader. Mais toi, tu étais kabiliste. Tu dansais pour Kabila. Tu le sais. Tu le sais. Non, à l'époque, tu n'étais pas avec Fayoulou. Tu étais avec Kabila. Moi, je connais. Tu étais avec Kabila. Tu dansais pour lui.
Tu te rappelles? Et comme Tu te rappelles? On n'a pas eu d'alternative. Mais c'est grâce à vous que Kabila a Mutoto, merci beaucoup. Merci Donald. Il fallait danser tranquillement, comme tu le faisais Mais avant. vous l'avez fait pour À Kabila. vous également, nous croyons qu'il y aura une issue pour la présidence de la CENI. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.